Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quel est le lien entre le nombre de chiffres significatifs d'un résultat et la précision d'un résultat. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les chiffres significatifs qu'il faut absolument voir si vous voulez comprendre celle-ci. Alors je vais partir d'exemples précis. Imaginons que j'ai un objet et je mesure la masse de cet objet. Et je vais mesurer la masse de cet objet avec une balance. Et je vais prendre avec moi 3 balances différentes. La première masse mesurée avec une balance me donne une valeur que je vais noter A, qui est égale à 1 gramme. La deuxième balance, j'ai toujours le même objet, hein, la deuxième balance va me donner une valeur B qui est égale à 1,0 g. Et enfin, une troisième balance qui me donnerait une valeur C de 1,00 g. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la masse de l'objet, évidemment. Est-ce que la masse de l'objet c'est 1 gramme? Est-ce que c'est 1,0 g? Est-ce que c'est 1,00 g? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que l'appareil qui nous sert à mesurer cette masse va forcément faire un arrondi. Alors vous voyez que dans le premier cas, la balance nous a fait un arrondi à l'unité, puisqu'elle inscrit 1 gramme. Donc l'arrondi a été fait à l'unité. La deuxième balance, elle, nous donne un arrondi au dixième, puisque j'ai un chiffre après la virgule, donc au dixième de gramme, et la troisième balance me donne un arrondi au centième de gramme. Alors si je vous demande quelle est la différence entre ces trois valeurs, je pense que vous allez me dire il y en a une qui est beaucoup plus précise que les autres. La valeur C est plus précise que la valeur B, qui est elle-même plus précise que la valeur A. Alors maintenant, si je vous demande de compter le nombre de chiffres significatifs qu'il y a dans ces trois résultats. La valeur A nous est donnée avec un chiffre significatif. La valeur B nous est donnée, donc le 1 et le 0, 2 chiffres significatifs. Et la valeur C nous est donnée avec 3 chiffres significatifs. Donc là déjà on peut tirer une première conclusion, c'est que plus le nombre de chiffres significatifs est important, et bien plus la précision est importante. Donc le résultat est plus précis. Donc vous voyez que le nombre de chiffres significatifs est directement lié à la précision d'un résultat. Maintenant, si on demande à un mathématicien de nous donner une relation mathématique entre A, B et C, le mathématicien, il va tout simplement nous dire que A est égal à AB, qui est égal à C. 1 est bien égal à 1,0 est bien égal à 1,00. Alors maintenant, en physique, si on demande une relation entre A, B et C, eh bien le physicien dira que A est peut-être égal à B, mais on n'en est pas sûr, qui lui-même est peut-être égal à C, mais on n'en est pas sûr. Alors, pourquoi une telle différence? Bien, effectivement, en maths, on prend les valeurs exactes. Et la valeur exacte, 1, c'est 1. 1,0, c'est toujours 1, et 1,00, c'est toujours 1. Donc mathématiquement, ces trois valeurs sont identiques. Maintenant, d'un point de vue physique, d'un point de vue de la mesure, ces trois valeurs ne sont pas identiques. Alors, je vais vous détailler ça pour que vous compreniez bien la différence entre ces trois valeurs. Je vais repartir de la valeur A, la première masse qui a été mesurée, qui était égale à 1 gramme. La balance indique 1 gramme. Est-ce que ça signifie que la valeur réelle, la valeur de A réelle, est de 1 gramme? La réponse est non. L'appareil a fait un arrondi. Et vous voyez que l'arrondi est fait à l'unité. La question qu'on pourrait se poser, c'est mais pour quelle valeur en réalité la balance va faire un arrondi à l'unité? Eh bien, toutes les valeurs seront arrondies à 1 pour les valeurs comprises entre 0,5 et 1,5. Alors, on va décider que quand on a un demi après la virgule, on fait l'arrondi au-dessus. Donc, je vais mettre un inférieur ou égal ici. Donc, quand j'écris que A est égal à 1 gramme, je sous-entends que la réalité, c'est que A, la masse, est compris entre 0,5 g et strictement inférieur à 1,5. Alors pour vous en convaincre,
on va noter quelques comparaisons. Imaginons, alors je fais un tableau avec les valeurs de A réelles et la valeur de A qui va être affichée sur la balance. Imaginons que la valeur de A en réalité soit de 0,4. Imaginons qu'elle soit de 0,6. Imaginons qu'elle soit de 1,2. Et imaginons qu'elle soit égale à 1,7. Que va afficher la balance ? Je vous rappelle qu'on est dans le cas où la valeur affichée est arrondie à l'unité. Donc si on arrondit à l'unité les valeurs précédentes, eh ben, on va obtenir, si j'arrondis 0,4 à l'unité, j'arrondis en dessous, donc je vais avoir 0 d'affiché. Le 0,6 va nous donner un résultat précis à l'unité égal à 1, puisque j'arrondis au-dessus. 1,2, j'arrondis à 1, et 1,7, la balance va arrondir à 2. Donc vous voyez bien que toutes les valeurs comprises entre 0,5 et 1,5 nous donneront une valeur. La balance affichera la même valeur, la valeur 1. Alors cet intervalle-là, qui correspond donc à la réalité, alors ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'intervalle d'incertitude. Donc cet intervalle ici, qui est entre 0,5 et 1,5, ça s'appelle, je l'écris ici, l'intervalle d'incertitude. C'est-à-dire que on ne sait pas, c'est la valeur réelle, cette valeur réelle est comprise dans cet intervalle, mais on ne connaît pas sa valeur, on ne connaît pas la valeur exacte, réelle de la masse qu'on est en train de mesurer. Maintenant, si je prends la deuxième valeur, donc la deuxième valeur c'était une masse B qui est égale à 1,0 g. Donc le mathématicien dit que 1,0 g c'est 1 g. Même question que tout à l'heure, vous voyez ici que la masse a été arrondie au dixième. Donc la question qu'on va se poser, c'est pour quelle valeur réelle, quelle est la réalité, quelles sont les valeurs réelles, si la balance indique 1,0, ça signifie que la réalité est comprise entre quoi et quoi. Pour quelle valeur la balance va arrondir à 1,0 en faisant un arrondi au dixième, eh bien elle fera un arrondi au dixième pour toutes les valeurs comprises entre 0,95 et 1,05. Alors pour vous en convaincre, pareil, je peux refaire un petit tableau tout à l'heure. Imaginons des valeurs de masse réelles, et puis la valeur de B que va afficher la balance. Pareil, valeur affichée ici, donc maintenant on est avec un affichage au dixième, un arrondi au dixième. Alors on peut s'amuser à prendre différentes valeurs en réalité. Alors imaginons 0,93, 0,95, 1,03 et puis 1,07. Donc si je fais mes arrondis au dixième, 0,93 la balance affichera 0,9. 0,95 on a dit que la règle c'était d'arrondir au-dessus, donc la balance affichera 1. 1,03 on arrondit à pareil, 1,0 et 1,07 la balance affichera 1,1. Donc là encore, vous voyez bien que cet intervalle ici, on a bien un intervalle d'incertitude à chaque fois que l'on écrit une valeur avec une certaine précision, évidemment. Alors, vous constatez quoi là ? Conclusion de tout ce qu'on vient de dire. On a dit, si j'écris de façon assez rapide, on a dit que plus le nombre de chiffres significatifs augmente, plus la précision augmente, et maintenant on peut même rajouter que plus l'intervalle d'incertitude lui par contre diminue. Normal, plus l'intervalle d'incertitude sera petit et plus mon résultat sera précis. Donc vous voyez que le fait de ne pas mettre le même nombre de chiffres significatifs dans un résultat donne une indication sur la précision du résultat. Donc voilà pourquoi les élèves ont très souvent tendance à mettre des résultats avec plein de chiffres significatifs. Vous faites un calcul avec votre calculatrice, et puis votre calculatrice vous dit x égale 17,197,3,4,2,1,3, etc. Donc si vous donnez ce résultat-là,
Alors, il est possible que ce soit un résultat mathématique. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une valeur exacte. Maintenant, si vous faites un exercice de physique qui correspond à une valeur qui a été calculée à partir de mesures qui ont été réalisées, vous sous-entendez que là, vous donnez un résultat qui serait précis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres derrière la virgule. Ça veut dire que quand vous écrivez ce résultat, vous êtes sûr et certain du 3 qui est ici. Donc ça sous-entend que là, on aurait fait une mesure précise à presque 1 milliardième, hein, 1/10 de milliardième. Si c'est une mesure en grammes, est-ce que l'instrument que j'utilise me permet de faire cette mesure? Probablement pas. Donc voilà pourquoi il ne faut pas forcément écrire un résultat en physique avec tous les chiffres significatifs. D'ailleurs, il faudra souvent ne pas le faire d'ailleurs. Vous allez devoir ensuite faire des arrondis pour avoir un résultat. Il faut en physique que le résultat soit cohérent avec la réalité. Alors ça ne veut pas dire que c'est un résultat exact, ça veut dire que c'est un résultat qui est juste. Et un résultat qui est juste, c'est un résultat qui est cohérent avec la réalité. Donc si on veut être cohérent avec la réalité, et surtout honnête, eh bien tous les résultats, on les écrira de la façon suivante. On aura donc une valeur numérique, que je note x par exemple, et cette valeur numérique, eh bien, il faudra préciser l'incertitude et un intervalle d'incertitude. Pour préciser cet intervalle d'incertitude sur cette valeur, en général, on présentera le résultat sous cette forme, x plus ou moins delta x. Quand j'écris ceci, ça sous-entend, je vous donne tout de suite, je vais vous donner tout de suite un exemple. Par exemple, je mesure une longueur, L, qui serait égale à, je sais pas, 5,1 plus ou moins 0,1 cm. Donc si j'écris ça, ça sous-entend que la longueur réelle de ce que je suis en train de mesurer est comprise entre 5,0 et 5,2. Donc vous voyez, je précise ici un intervalle d'incertitude. Donc cet intervalle d'incertitude, il faudra le préciser, et il faudra le préciser avec ce delta x qu'on appelle l'incertitude absolue. Donc vos résultats, un résultat en physique devra toujours être présenté sous cette forme-là. Alors dans la vie courante, on rencontre parfois cette notation. Il est possible aussi que l'on rencontre une autre façon de noter, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage. Par exemple, je vous donne, je sais pas moi, un exemple. Attendez que je reprenne ça. Par exemple, la longueur, je ne vais pas y arriver. Je vais reprendre ici. Donc, imaginons donc une longueur qui serait égale à, je vais simplifier au maximum, 1,0 plus ou moins 10%. Voilà. Donc 1,0 plus ou moins 10%. Donc là, vous avez une information, alors avec une unité, par exemple des centimètres. Donc là, vous avez une précision, mais cette fois-ci, c'est pas une valeur. Vous voyez que c'est un pourcentage. Alors quand on a un pourcentage comme ça porte un nom. Ça s'appelle plus une incertitude absolue, ça s'appelle une incertitude relative. Donc je résume, delta x, c'est l'incertitude absolue, donc ça s'appelle l'incertitude absolue, donc ce sera un nombre. Et puis cette incertitude relative, comment on fait pour calculer cette incertitude relative? Elle est tout simplement égale à delta x divisé par x, la valeur qu'on a mesurée, multiplié par 100, évidemment, pour l'avoir en pourcentage. Et là, c'est donc l'incertitude relative. Ici, j'avais noté 10%. 10% de 1, c'est 0,1. Ça veut dire que je pourrais aussi exprimer le résultat que je viens de vous donner sous la forme L est égal à 1,0 plus ou moins 0,1 cm. D'accord ? Donc vous voyez que ici dans mon exemple delta x, donc ici delta L puisque c'est une longueur, delta L vaut 0,1, je le réécris ici, delta L vaut bien 0,1, et puis l'incertitude relative, donc qui je vous ai dit est égale à delta L sur L, donc delta L on vient de dire que c'est 0,1, divisé par la valeur que j'ai mesurée, c'est-à-dire par 1,
le tout multiplié par 100, et bien ça vous donne bien 10. Et c'est exprimé en pourcentage. Voilà pour ces notions d'incertitude absolue, incertitude relative et intervalle d'incertitude. Eh bien, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.